Le silence de la chambre d'hôpital était bien pire que le fracas des balles, bien plus assourdissant. J'étais assise là sur cette chaise inconfortable, un plaid fin jeté sur mes épaules, mais je sentais encore le froid s'insinuer en moi. Il venait de ses yeux, des yeux de pierre vides de toute la chaleur qu'ils avaient si brièvement, si follement osé me montrer. Mes mains tremblaient encore, pas à cause du combat, ni de la peur rétrospective, mais à cause de ces mots, comme des balles gelées en plein cœur. Pas. C'était son dernier mot pour nous, pour Sophie et moi, et c'est là que j'ai compris. Comment étions-nous arrivés là, Sophie et moi, à être poussés hors de la vie de Julien, l'homme le plus dangereux de Lyon? L'homme que j'aimais et qui, je le savais, nous aimait aussi, à sa manière tordue et protectrice. Mais il refusait cet amour comme un poison. Mon esprit tournait, essayant de rassembler les fragments de ce qui avait été notre vie ici. Je me souvenais de la première fois où j'avais mis les pieds dans cet immense domaine de Collonges-au-Mont-d'Or, il y a des années de cela. 3 ans peut-être. J'ai du mal avec les dates, tout se mélange. C'était l'automne, les feuilles commençaient à roussir sur les arbres centenaires de la propriété, et l'air sentait déjà l'humidité persistante de la saison des pluies lyonnaises. Ou était-ce l'odeur de la peur qui s'accrochait à moi comme une seconde peau? Probablement les deux. J'avais fui Bordeaux, ma ville natale, avec Sophie, qui n'avait alors que 5 ans. Mon vrai nom n'était pas Marie. Ça, c'est une autre histoire, une qu'il m'est difficile de raconter, tant elle est liée à une cicatrice profonde. Tout ce que je dirais, c'est que j'avais changé mon identité, et je m'étais retrouvé à Lyon, désespéré de trouver un travail, n'importe quoi, pour nourrir Sophie et la cacher. Ce manoir gigantesque et intimidant offrait une place de femme de chambre. C'était une aubaine, un abri inespéré, même si l'ambiance y était pesante, silencieuse, presque oppressante. Julien, le maître des lieux, était une légende locale, mais du genre qu'on évite. On chuchotait son nom comme une incantation ou une malédiction. Julien Fournier, le roi du Rhône, le baron du crime qui contrôlait les canaux de transport fluvial. Un homme taillé dans le granit, disait-on. Je l'avais à peine vu les premières semaines. Il était grand, massif, avec des yeux qui me rappelaient la couleur du ciel d'orage et une réputation qui précédait son ombre. Je le croisais parfois, une silhouette rapide dans les couloirs, un regard froid, sans plus. C'était une machine, un mythe, pas un homme. Du moins, c'est que je pensais alors. Le vrai bouleversement est venu un soir. Une soirée où Sophie, habituellement cachée dans les quartiers des domestiques, était avec moi, dissimulée derrière un rideau de velours lourd, près de la porte de service de la cuisine. Sa nounou habituelle était tombée malade. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas la laisser seule. J'étais terrifié à l'idée qu'on la découvre, que je perde ce maigre refuge. Je me souviens de l'odeur de la pièce ce soir-là, le parfum puissant d'un gigot d'agneau, l'alcool et le tabac que Julien et ses capitaines, Pierre, Arthur et Léon, affectionnaient. La tension était palpable. J'ai vu la scène à travers l'entrebâillement de la porte, le cœur battant à tout rompre. Pierre, le second de Julien, un homme à l'allure lisse et au regard fuyant, discutait des livraisons, des histoires de porc et d'argent sale. Julien, impassible, coupait sa viande avec une précision presque chirurgicale. C'était le rituel, le moment sacré où personne ne mangeait avant le patron. J'étais tellement nerveuse, tellement consciente de la présence de Sophie. Je pensais que le moindre bruit, la moindre toux, nous condamnerait. Et puis, le cri. Ce petit son aigu, perçant, qui a brisé le silence tendu. Pas le mien, celui de Sophie. Non, ne mange pas ça. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Non. Mon... Non. Je savais que c'était fini pour nous. Mais ce cri n'a pas seulement stoppé Julien. La fourchette à quelques centimètres de ses lèvres, il a fait éclater le mensonge.
Toutes les armes ont été dégainées en une fraction de seconde. Arthur, l'exécuteur de Julien, un colosse toujours prompt à la violence, hurlait à Sophie de se montrer. Mais elle était déjà sortie de sa cachette, sa petite silhouette fragile sur le parquet ciré, pointant son doigt vers l'assiette de Julien. Le choc fut terrible. J'ai couru vers elle, maudissant ma propre imprudence, ma pauvreté qui m'avait poussé dans cette situation impossible. Je me souviens d'avoir murmuré des excuses, d'avoir supplié « Ne lui faites pas de mal ». Julien, lui, n'a pas détourné le regard de l'enfant. Il a baissé sa fourchette, puis a tendu la main, signe pour ses hommes de ranger leurs armes. Ses yeux froids se sont posés sur Sophie. Elle était là, tremblante, dans sa salopette délavée, mais avec une détermination qui aurait pu faire vaciller un géant. Ses nattes de pivoine s'agitaient tandis qu'elle secouait la tête. Parce que le méchant a mis l'eau bleue dedans. L'eau bleue? Mon cœur manquait de faire un bond. Je l'ai vu, monsieur, dans la cuisine, quand maman allait chercher les serviettes. C'est l'homme au costume gris. Il a pris une petite bouteille et a mis des gouttes sur votre viande. Il a dit que c'était un somnifère, mais ça sentait les amandes. Le sang a quitté le visage de Pierre. Il était l'homme au costume gris. Il a tenté de nier, d'inventer des excuses ridicules. Mais Julien ne l'écoutait déjà plus. Ses yeux, d'abord fixés sur son assiette, se sont ensuite posés sur Pierre, un regard qui vous transperçait l'âme. Ce moment, ce fut un basculement. Je me souviens de la façon dont Julien, sans se lever, a tendu l'assiette à Pierre, l'invitant à manger sa propre mort. J'ai vu la sueur perler sur le front du traître, sa panique, ses regards furtifs vers la porte. Puis, l'instinct de survie l'a emporté et il a plongé la main dans sa veste. Bang! Ce coup de feu, il a résonné en moi. Julien n'avait pas bougé. Son revolver, sorti de nulle part, avait frappé Pierre à l'épaule. Arthur était déjà sur lui, l'immobilisant au sol. Pour la première fois ce soir-là, je me suis senti protégé. Une étrange sensation presque absurde au milieu de ce chaos. Julien s'est levé, a posé son arme sur la table et est venu vers nous. Il s'est agenouillé devant Sophie, sans se soucier de son pantalon coûteux, se mettant à son niveau. « Tu aimes les amandes, Sophie ?» a-t-il demandé d'une voix calme. Sophie a secoué la tête. « Non, j'aime les fraises. »« Moi aussi » a-t-il acquiescé solennellement. Quand il a levé les yeux vers moi, j'ai cru que c'était la fin, que j'allais être exécuté pour avoir trop vu, pour avoir permis à Sophie de causer ce désastre. J'ai balbutié mon nom. Mais sa réponse a gelé le temps. « Vous ne partez pas. Vous venez de me sauver la vie. » Il a dit que Pierre n'avait pas agi seul, que nous resterions dans l'aile Est, sous sa protection. L'aile est une prison dorée, plus luxueuse que tout ce que j'avais connu, mais une prison tout de même, avec des gardes armés patrouillant le périmètre, et cette incertitude qui me rongeait. Moment, ici je dois faire une pause. C'est dingue quand j'y repense. Cette situation, avec Julien Fournier, le grand patron, qui se fait sauver par une gamine de 5 ans, et il nous garde. Pas par altruisme pur, bien sûr, il l'a dit lui-même. Il nous voulait pour nos yeux, pour la loyauté que l'on trouve chez ceux qui ont tout à perdre. Mais quand même, dans ma petite vie d'avant, à Bordeaux, si quelqu'un m'avait dit ça, j'aurais ri. La réalité était tordue, dangereuse, mais étrangement juste. Je ne sais pas. On grandit avec l'idée que les méchants sont juste méchants et que les bons sont clairs. Mais Julien, il était un mélange de tout. Un prédateur, oui, mais aussi un homme capable de reconnaître une vérité et de protéger. Qui d'entre vous aurait imaginé ça? Honnêtement, ça change tout, non? Quand les frontières s'estompent, on ne sait plus où on se situe. Et c'est ce qui rendait tout ça si addictif, si terrifiant et si nécessaire à la fois. C'est bizarre. Enfin bref, revenons à nos moutons. Quelques jours plus tard, j'étais assise sur le lit, un lit immense, moelleux, qui donnait l'impression de dormir sur un nuage,
ce qui était une sensation très étrange après tant d'années de matelas défoncés. Sophie était par terre, dessinant un cheval violet magique, Étincelle, le nom qu'elle lui avait donné. C'était l'une des rares touches d'innocence dans cette maison en état d'alerte maximum. « Maman, le méchant homme va revenir ?» m'avait-elle demandé, sans lever les yeux de son dessin. J'avais menti, ou du moins, j'avais éludé la vérité. « Non, mon bébé, Monsieur Fournier, il éloigne les méchants. » Je n'étais pas certaine qu'il ne soit pas lui-même le méchant. Mais je n'avais pas le choix. Nous étions prises au piège. Puis il était apparu dans l'entrebâillement de la porte, sans son éternel costume, juste une chemise blanche dont les manches retroussées laissaient entrevoir des tatouages complexes. Il semblait fatigué, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Il avait cette aura intimidante, même relâchée. Il avait confirmé ce que je craignais. Le traître Pierre avait parlé avant de mourir. La famille Fournier, une bande irlandaise, était derrière tout ça. Et il avait aussi fait vérifier mes antécédents. Mon sang s'est glacé. Vous n'êtes pas de Lyon, n'est-ce pas? Vous avez fui Bordeaux il y a 2 ans. Vous avez changé de nom. Votre vrai nom est Marie Dubois. Et vous fuyez Bruno, le cogneur du bois. J'étais reculé jusqu'à heurter le mur. La panique me submergeait. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je l'ai supplié de ne pas nous renvoyer. Bruno n'était pas un grand chef, juste une brute sans cervelle, un ex-petit ami violent d'un gang de motards de Bordeaux. Il m'avait brisé le bras devant Sophie. L'idée de le revoir, de le laisser nous retrouver, c'était pire que la mort. Ses yeux d'acier m'ont étudié, cette peur authentique que je ne pouvais cacher. Il a dit d'une voix dure qu'il ne renvoyait personne à des brutes qui battaient les femmes. J'étais sous son toit, et donc sa responsabilité, mais à une condition. Je devais devenir officiellement sa gouvernante, sa goûteuse personnelle, surveiller, organiser, garder les yeux ouverts. En échange, un salaire, une protection. Bruno ne nous toucherait plus jamais. Pourquoi nous faire confiance? Lui avais-je demandé, ma voix n'étant qu'un murmure. Il avait hoché la tête vers Sophie, parce que vous avez quelque chose à perdre. C'était son mode de pensée pur et simple. Les gens qui n'ont rien à perdre sont dangereux. Ceux qui ont des enfants, si on garde l'enfant en sécurité, ils sont loyaux. C'était cynique, froid, mais c'était une vérité. Mon cœur, il oscillait entre la terreur et une forme d'étrange gratitude. Nous étions en sécurité, et Sophie allait manger avec nous, à sa table, parce qu'elle avait sauvé le patron. C'est là que le dynamisme de cette maison de glace a commencé à changer, pas vrai? Lentement, d'abord avec Sophie à table, demandant du ketchup sur son steak, un sacrilège pour les gardes, mais une marque de la normalité pour Julien. Parfois, quand je n'arrivais pas à trouver le sommeil dans cet immense lit, je me perdais dans mes pensées, et je repensais à ma grand-mère. Elle avait toujours dit que les roses les plus belles étaient aussi celles qui piquaient le plus fort. Ici, tout était magnifique, luxueux, mais la violence se cachait juste sous la surface. C'était un monde où les règles étaient différentes, où la vie humaine avait un autre prix. J'essayais de me rappeler de la texture du sable de la plage où je jouais enfant, de l'odeur des pins, juste pour me sentir un peu moins perdu. C'était comme si ma propre histoire, mon propre passé, était en train d'être effacé, remplacé par cette nouvelle réalité, à la fois sombre et fascinante. Les semaines sont devenues un mois. J'ai appris à le connaître, pas le mythe, pas le monstre, mais Julien. Il laissait Sophie lui déposer ses dessins bariolés sur son bureau, à côté de piles d'argent sale. J'ai commencé à réorganiser sa vie, pas seulement le manoir. M'assurer qu'il dorme un peu, qu'il boive de l'eau et pas que du whisky. Il était seul, incroyablement seul. Et moi, j'étais devenue plus audacieuse. J'osais même lui tenir tête, le taquiner gentiment. Un après-midi, dans la bibliothèque, alors que je faisais la poussière sur les étagères, il m'a dit que j'avais raté un endroit. Je lui ai rétorqué qu'il n'avait qu'à m'aider, vu sa taille. Il s'est levé, est venu vers moi, a pris le plumeau de ma main. Nos doigts se sont effleurés.
Ce fut d'un choc électrique, un frisson que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'odeur de son eau de Cologne chère mêlée au tabac m'a enveloppé. Il était proche, trop proche. Je paye des gens pour faire la poussière, a-t-il murmuré. Vous payez aussi des gens pour tuer, ai-je riposté, ma voix à peine audible. Ça ne veut pas dire que vous aimez ça. Son regard s'est adouci. Il a tendu la main, a glissé une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. Je n'aime pas tuer, Marie. J'aime la paix. Parfois, il faut tuer pour l'obtenir. Il s'est penché. Mon souffle s'est coupé. Je ne me suis pas éloigné. J'ai senti le vertige, l'attraction folle, irrésistible. Et c'est là que la porte d'entrée a explosé. Des coups de feu ont éclaté. L'expression de Julien s'est transformée en un instant de l'amant potentiel au tueur implacable. Il m'a poussé derrière son bureau lourd, puis a sorti un pistolet de nulle part. « Sophie !» Le cri d'une femme, l'horrible réalisation qu'elle était dans le jardin, l'endroit le plus exposé. Il était pâle, mais sa fureur était palpable. « Reste ici !» a-t-il ordonné, et il s'est élancé une vitesse terrifiante. J'ai entendu le chaos, le tir, ses propres coups de feu. Puis Arthur et les autres ont finalement repris le contrôle. Il est revenu tenant Sophie dans ses bras, la protégeant de son corps même. Les balles sifflaient encore. Je suis sorti en courant, ignorant les corps, et je les ai serrés tous les deux dans mes bras. Pour la première fois de ma vie, cet homme si effrayant n'était pas seulement une âme, il tenait une famille. Mais en voyant les trèfles à 4 feuilles tatouées sur les poignets des assaillants, j'ai compris. La famille Fournier. Julien a juste dit à Arthur d'une voix vide d'humanité, « Brûle-les, ce soir nous rasons les Fourniers. » La guerre qui a suivi a duré 2 semaines, brutale, rapide, sans merci. Les Fourniers ont été anéantis. On racontait à Lyon que l'on ne touchait pas à la petite fille. Sophie était devenue une légende de la pègre. On l'appelait le petit ange de la mort, un surnom que je détestais, mais que Julien trouvait secrètement amusant. On aurait dû retrouver un semblant de normalité, mais cette normalité avait changé pour toujours. Julien et moi, nous nous tournions autour. Le baiser avorté dans la bibliothèque était suspendu dans l'air. Une fumée lourde et persistante. Nous dînions ensemble chaque soir, regardions des films avec Sophie. C'était une domesticité improbable, au cœur d'un empire criminel. Mais le passé, vous savez, il a toujours un moyen de frapper à la porte. C'était un mardi, je crois. Julien était en réunion avec un nouveau fournisseur, un certain Luca Lombardi de Marseille. Et ce type était sournois. Il a commencé à chuchoter, à colporter des rumeurs. Julien était ramolli. Il vivait avec une chatte errante et son chaton, une femme menteuse avec un bagage de Bordeaux. Luca a lâché le nom. Bruno Dubois. Il avait découvert où sa propriété était partie. Il venait à Lyon, et il n'était pas seul. Il ramenait son gang, les rois de fer. La rage de Julien, silencieuse et froide, m'a fait frissonner. Il m'avait promis protection. Luca lui a dit qu'il avait vendu les codes du portail, mais de faux codes. Il voulait juste semer le chaos. Julien l'a jeté dehors, et il m'a trouvé dans la cuisine, faisant des cookies avec Sophie. La farine était partout. Un tableau d'innocence pure. On a un problème. Bruno est à Lyon. Le sang a quitté mon visage. Non, il ne peut pas nous trouver. J'ai laissé tomber mon rouleau à pâtisserie. J'ai paniqué, j'ai voulu m'enfuir. Le ramener ici, c'était le chaos, la guerre. Je dois partir, je dois prendre Sophie et courir. Mais Julien a traversé la pièce en 2 foulées, m'a attrapé par les épaules. Arrête! J'étais en larmes. Tu ne le connais pas, Julien, c'est un monstre. Regarde-moi, a-t-il ordonné, me secouant légèrement. Tu ne pars pas. Tu es à moi. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds de sens. Tu es à moi. J'ai cessé de me débattre, son regard de silex ancré dans le mien.
Je suis à vous, ai-je murmuré. Tu l'es, a-t-il dit d'une voix rauque, et Sophie est à moi. Je ne renonce pas à ce qui m'appartient. Il s'est penché et m'a embrassé. Ce n'était pas tendre, c'était possessif, féroce, désespéré. Je me suis fondu en lui, mes mains couvertes de farine enlaçant son cou. Un instant, la guerre dehors n'existait plus, mais le moment a été brisé par une explosion. Le portail d'entrée, le sol a tremblé. Sophie a crié. Julien a arraché un pistolet d'un tiroir de cuisine. Il me l'a enfoncé dans les mains. Prends Sophie, va à la pièce sécurisée au sous-sol. N'ouvre la porte pour personne d'autre que moi ou Arthur, tu comprends? Ses yeux étaient ceux d'un homme prêt à mourir. Julien, s'il te plaît. Mais il avait déjà tourné les talons, arrachant sa veste, révélant ses deux holsters sous ses aisselles. Il a armé ses pistolets. On va voir s'ils sont si costauds, ces motards, a-t-il grommelé. Le hall d'entrée, d'ordinaire si silencieux, si immaculé, était devenu une zone de guerre. Julien se battait, un homme seul contre des dizaines. J'ai entendu Arthur dans la radio, coincé ailleurs, submergé. Puis cette voix rauque et horrible qui a traversé le fracas. Marie. C'était Bruno Dubois. Il était là, grand, musclé, une machette à la main, sa chemise de cuir ornée du patch des rois de fer. Il m'a menacé, m'a dit de sortir ou il brûlerait tout. Dans la pièce sécurisée, au sous-sol, j'ai vu Julien sur les moniteurs de sécurité. Il était coincé, sans munitions. Bruno marchait vers les escaliers. Il allait mourir. Mourir pour nous. J'ai regardé Sophie levée dans un coin, pleurant silencieusement. J'ai pris la décision la plus effrayante de ma vie. Reste ici, mon bébé. Compte jusqu'à 1000. Ne t'arrête pas de compter. Maman, non, a gémi Sophie. Je dois aller aider l'homme méchant à combattre les monstres, ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Je l'ai embrassé, j'ai fermé la porte intérieure et j'ai tapé le code pour ouvrir la porte extérieure. La main de Julien, il l'avait promise. Je me devais de la protéger comme il nous protégeait. C'était devenu une évidence. Il fallait que ce soit nous. En arrivant dans le hall, j'ai vu Julien à terre, désarmé, Brett au-dessus de lui. Bruno. Il écrasait sa main, le menaçant de sa hachette. Marie m'appartient. Je lui ai brisé l'esprit il y a des années. Maintenant, dis bonne nuit. Mon cœur s'est arrêté. J'ai vu le regard de Julien, le défi dans ses yeux, mais aussi l'acceptation de sa fin. C'était trop. Il n'était pas juste mon protecteur, il était devenu une part de moi. Et je ne pouvais pas le laisser tomber. J'ai levé le pistolet que Julien m'avait donné. J'étais terrifié, mes mains tremblaient, mais la colère, la fureur a tout emporté. J'ai tiré. Le bruit fut assourdissant. Bruno a trébuché, une tache rouge s'étalant sur son épaule. Il s'est retourné lentement, l'incrédulité et le sourire mauvais sur son visage. « Elle est là, ma fille fougueuse. T'as raté le cœur, chérie. » Il a commencé à monter les escaliers vers moi. C'est là que Julien, avec une force surhumaine, a agrippé un tesson de vase brisé. Il s'est jeté sur Bruno. Le tesson s'est enfoncé dans le cou du moteur. Bruno a lâché un gargouillis et tombé en arrière dans les escaliers avec un bruit sourd et final. Le silence est revenu, macabre. Les autres moteurs ont fui. Je me suis effondré, les genoux lâches, le pistolet tombant de mes mains. Julien est monté les escaliers en boitant, ignorant sa propre douleur. Il m'a attrapé avant que je ne touche le sol. J'étais hystérique. Les larmes coulaient à flot. Je l'ai touché, ai-je répété. « Tu m'as sauvé », m'a-t-il murmuré, enfouissant son visage dans mon cou. « Tu m'as sauvé, Marie. » Cet instant, c'était une éternité. Les jours suivants ont été un tourbillon. Les ambulances, les faux rapports à la police que Julien savait si bien orchestrer. Des médecins privés pour Julien. 3 côtes cassées, une main fracturée, une commotion. J'étais assise dans le couloir, enveloppée dans une couverture, Sophie endormie sur mes genoux,
épuisé par ce traumatisme. Arthur est venu. Il veut te voir. Mon cœur s'est serré d'espoir. J'ai confié Sophie à une des femmes de chambre et je suis entré dans la chambre. Julien était assis, sa poitrine bandée, pâle, mais ses yeux étaient vifs, plus froids que jamais. Julien, j'ai soufflé, me précipitant à son chevet, tendant la main vers la sienne, celle qui n'était pas cassée. Il l'a retirée. J'ai gelé. Qu'est-ce qui ne va pas? Il fixait le mur. Fais tes valises, Marie. L'air a quitté mes poumons. Quoi? Il avait arrangé un vol pour Genève, un compte de 5 millions d'euros, une maison, de nouvelles identités. Je ne comprends pas, ai-je tremblé. On a gagné. Bruno est mort. On est en sécurité maintenant. Il s'est tourné vers moi, ses yeux éteints. En sécurité? Tu appelles ça la sécurité? Ma maison a été envahie. Sophie était cachée dans un bunker. Toi, tu as dû tirer sur un homme. Je l'ai fait pour toi. Et c'est le problème, a-t-il dit, sa voix montant, brisée. Tu deviens une partie de ce monde, Marie. Une partie de ma crasse. Je t'ai vu dans ces escaliers. Tu étais prête à tuer. Je ne te laisserai pas devenir comme moi. Et je ne laisserai pas Sophie grandir en me voyant mourir par terre. Mais je t'aime, ai-je sangloté, les larmes coulant sans fin. Et tu nous aimes, je le sais. Sa mâchoire s'est serrée. Il a détourné le regard, l'expression de douleur pure. L'amour est un luxe que je ne peux pas me permettre. Ça me rend faible. Ce soir l'a prouvé. J'ai hésité à cause de vous. J'ai failli mourir parce que je m'inquiétais pour vous. Je ne peux pas diriger cette ville si je m'inquiète pour une petite fille de 5 ans et sa mère. Tu mens, ai-je murmuré. Tu nous repousses parce que tu as peur. Il a hurlé le nom d'Arthur. Arthur est entré, les yeux baissés sur ses chaussures. Accompagne mademoiselle Dubois et sa fille à la voiture. Emmène-les à l'aéroport immédiatement. Julien, s'il te plaît. Ai-je agrippé son bras. Il a tressailli, mais n'a pas regardé. Pars avant que je ne change d'avis et que je ne vous traîne en enfer avec moi. Je l'ai fixé longuement. J'ai vu la détermination dans ses yeux. Il faisait ça par amour, à sa manière tordue et destructrice. Tu es le plus grand fou de Lyon, Julien Fournier. Ai-je sangloté. Je me suis penché et j'ai embrassé sa joue. Il n'a pas bougé, mais j'ai senti un tremblement unique traverser son corps. Je me suis retourné et je suis parti. Il a attendu que la porte se ferme. Puis il a posé sa tête contre les oreillers et a laissé échapper un soupir rauque. Il a pris un verre de whisky d'une main tremblante et l'a bu d'un trait. « C'est mieux comme ça », a-t-il murmuré à la pièce vide. C'est ce que je crois. 2 heures plus tard, la maison était silencieuse. Julien était seul. Son téléphone personnel a sonné. C'était Luca Lombardi. Comment avait-il eu ce numéro? Il s'est moqué de Julien, du lion blessé. Il lui a dit de regarder les nouvelles. Raid massif du FBI sur les entrepôts de Julien. Accusation de RICO. Julien a compris. Luca n'avait pas juste vendu des codes à Bruno. Il avait vendu ses livres de compte aux fédéraux. Léon le comptable avait tout lâché. Les sirènes, cette fois, n'étaient pas lointaines. Elles montaient l'allée. « Arthur !» a hurlé Julien. Pas de réponse. Il s'est traîné hors du lit, a attrapé son arme, a boité jusqu'à la fenêtre. L'allée était remplie de SUV noirs. Des agences du FBI en tenue tactique envahissaient la pelouse. Il a réalisé la vérité, le cœur serré. Il nous avait renvoyés juste à temps. Si nous avions été là, nous aurions été arrêtés comme complices, ou pire, utilisés comme leviers. Il a laissé tomber son arme sur le lit. Il n'y avait aucun combat à mener. Il est descendu, a ouvert la porte d'entrée et a levé les mains. Quand les menottes ont cliqué autour de ses poignets, Julien a levé les yeux vers le ciel nocturne. Il a vu un avion clignoter au-dessus, se dirigeant vers l'est. Notre avion. 3 ans, 1045 jours. C'est le temps que Julien a passé dans une cellule de béton au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Il n'a pas parlé aux autres détenus. Il n'a rejoint aucun gang.
Il a juste lu des livres et fait des pompes jusqu'à ce que la sueur coule sur le sol comme la pluie. Son empire était parti. Luca avait tout pris. Un avocat hors de prix a réussi à réduire sa peine sur un détail technique. Julien était de nouveau libre, mais c'était un roi retournant à un royaume de cendres. Il est sorti des portes de la prison un mardi gris et couvert. Il avait 50 € en poche et les vêtements qu'il portait. Pas de limousine. Pas d'Arthur. Il a pris un bus pour Lyon. La ville semblait la même, mais elle était différente. Plus sale, plus bruyante, au Ponte. Elle appartenait à Luca Lombardi. Julien est allé au seul endroit qu'il lui restait, un petit gymnase de boxe délabré dans le quartier de la Confluence, appartenant à un vieil ami, Michel. Michel était l'un des rares à ne pas l'avoir trahi. « Julien, a dit Michel, crachant un cure-dent, tu as l'air en enfer. »« Content de te voir aussi, mec, a dit Julien, la voix rauque. J'ai besoin d'un téléphone et je dois savoir où est Arthur. » Le visage de Michel s'est assombri. « Arthur! Arthur est en fauteuil roulant, Don. La balle que tu as reçue cette nuit-là lui a brisé la colonne vertébrale. Il vit dans un petit appartement à Vénissieux. » J'ai imaginé le choc de Julien, la culpabilité. Puis il a demandé pour nous, pour Sophie et moi. Michel a hésité, essuyant le comptoir avec un chiffon, évitant le regard de Julien. « Dis-moi, a insisté Julien. »« Lombardi les a trouvés, a murmuré Michel. »« Quand? »« La semaine dernière, à Genève. Il ne les a pas tués, Don, il les a ramenés. Il les retient dans ton ancien domaine. Il savait que tu allais sortir. Il veut te marquer le coup, montrer à la ville que le grand Julien Fournier est impuissant à sauver sa famille. » Julien n'a pas crié. Il n'a pas cassé de table. Il est resté parfaitement, terrifiante immobilité. Le monstre qui dormait depuis 3 ans s'est réveillé. « Tu as quelque chose derrière, Mick. » Michel a hoché la tête. « J'ai une cachette, un Glock 19, un fusil à pompe, du Kevlar. Mais Lombardi est Scantum dans ce domaine. Tu y vas seul, c'est du suicide. »« Je n'y vais pas seul, » a dit Julien, vérifiant le chargeur du Glock que Michel lui tendait. « J'y vais avec un fantôme. » La demeure de Julien, maintenant celle de Luca Lombardi, était illuminée comme un sapin de Noël. La musique pulsait dans les haut-parleurs. C'était une fête de victoire. Luca était assis à l'ancienne place de Julien, buvant le vin de Julien. À sa droite, j'étais assise. J'avais l'impression d'être plus mince, mes yeux hantés. J'étais forcé de porter une robe trop chère et trop serrée. À côté de moi, Sophie. Elle avait 8 ans maintenant. Elle n'avait plus l'air d'une enfant. Elle avait l'air d'une survivante. Ses yeux parcouraient la pièce, analysant, observant, exactement comme Julien lui avait appris. « Mange, » a ordonné Luca, désignant l'assiette de homard devant Sophie. « Je n'ai pas faim, » a-t-elle dit d'une voix stable. « Tu as la bouche de ta mère, » a ri Luca. « Peut-être que je vais te la couper. » J'ai serré la nappe. « Laisse-la tranquille, Luca. Tu veux Julien. Il viendra. Mais ne la mêle pas à ça. »« Oh, il viendra, » a souri Luca. « Et quand il viendra, je vais se le faire choisir. Toi ou la fille, qui meurt en premier ?» J'étais pétrifié. Cet homme était le diable en personne. J'ai vu les lumières vaciller, la musique s'arrêter, les gardes envoyés vérifier. Les bruits sourds. Mon cœur a bondi. C'était lui. Il était là. Luca a hurlé son nom. Il nous a menacés. Je les ai. Tu m'entends? Je les ai ici. Et cette voix, elle a flotté du couloir obscur. Pas de colère, juste une constatation. Tu es assis sur ma chaise, Luca. Julien est apparu dans la lumière. Un long manteau noir sur un simple T-shirt. Un pistolet dans chaque main. Il ressemblait à une faucheuse fauchée, mais la rage dans ses yeux, elle était d'une intensité que je n'avais jamais vue. « Tuez-le » a hurlé Luca. La pièce a éclaté. Julien était un tourbillon. Il bougeait avec une vitesse que j'aurais cru impossible après ces années de prison. Il plongeait, tirait. Les gardes tombaient. Je me suis jeté sous la table avec Sophie,
les éclats de bois volants. « Maman, c'est lui », a murmuré Sophie, couvrant ses oreilles. « Oui, mon bébé, c'est lui. » J'ai sangloté, serrant sa petite tête contre ma poitrine. Julien était pris au piège, 10 contre 1. J'ai levé les yeux. Le lustre gigantesque, la fierté de la maison de Julien, pendait au-dessus du centre de la pièce, où 6 des hommes de Luca se cachaient. J'ai eu une pensée fugace pour le lien faible que Julien m'avait dit devoir réparer il y a des années. C'était peut-être sa dernière chance. Il s'est exposé, visant non pas les hommes, mais le crochet rouillé au plafond. 1, 2, 3 coups. Le métal a gémi, a cédé, le lustre a chuté, une météore scintillante de verre et de laiton. Il s'est écrasé au milieu de la pièce avec la force d'une bombe. Le son était assourdissant, les débris volaient, les gardes ont été écrasés, la confusion régnait. « Bougez maintenant !» a hurlé Julien, traversant la pièce ouverte. Il nous a atteintes. « Marie, cuisine, allez !» Il a ramassé une mitraillette et a tiré, couvrant notre fuite. Nous nous sommes précipités vers la cuisine. Il nous a suivis, tirant en arrière, jusqu'à ce que son arme soit vide. Il l'a jeté au visage d'un garde et a claqué les portes de la cuisine, les verrouillant. Il a poussé une lourde table en acier contre la porte. « Il y a une sortie ?» a-t-il demandé, le visage en sang, son manteau criblé de trous. La porte arrière était soudée, Luca l'avait fait faire. C'était un piège. Les balles ont commencé à traverser le bois de la porte. « On ne peut pas les retenir », a dit Julien d'une voix étrangement calme. Il nous a regardés, s'est agenouillé. « Je dois vous demander de vous cacher dans le garde-manger. Ne sortez pas, peu importe ce que vous entendez. »« Non !» J'ai attrapé son revers. « Je ne te quitterai plus. On fait ça ensemble. »« Il n'y a pas de « ensemble » si vous êtes morte, a-t-il dit férocement. « Allez !» La barricade a cédé. La porte de la cuisine a explosé. Luca Lombardi a fait irruption, flanqué de ses 2 derniers hommes. Il était dérangé, couvert de poussière, le sang coulant de son nez. « Fin de parcours, Fournier !» a-t-il hurlé. Julien s'est retourné, a levé ses pistolets, mais il était trop lent. Une balle l'a frappé à l'épaule. Il a gémi, a lâché ses armes et est tombé sur un genou. Luca a ri, a fait signe à ses hommes d'arrêter le feu. Il a frappé Julien à la poitrine, le faisant s'écrouler sur le dos. « Regarde-toi, lion de lion !» a ricané Luca. « Tu as l'air d'un chien qui attend d'être abattu. » Il a pointé son Desert Eagle sur la tête de Julien. « Dernier mot. Une prière, peut-être ?» Julien a regardé par-delà Luca. J'étais là, dans l'entrebâillement du garde-manger, sanglotant silencieusement. Mais Sophie, elle n'était pas là. Elle était accroupie derrière l'îlot de la cuisinière industrielle, passée inaperçue dans le chaos. Julien a croisé le regard de Luca. « Oui, j'ai un dernier mot. » « Dis-le. Regarde derrière toi. » Luca s'est moqué, le plus vieux tour du monde. « Ce n'est pas un tour, » a dit d'une petite voix. Luca s'est retourné. Sophie se tenait sur un petit marchepied près de la cuisinière. Sur la plaque, une énorme casserole d'huile, oubliée là, bouillante, des heures avant. Le visage de Sophie était figé dans une détermination sombre. Elle n'avait plus l'air d'une enfant. Elle était la justice. Elle a attrapé la poignée de la casserole avec ses 2 mains, utilisant une serviette pour protéger sa peau, et, avec un effort qui semblait bien trop grand pour son petit corps, elle a basculé la casserole. « Non !» a hurlé Luca, levant les mains. Une vague d'huile dorée et brûlante l'a frappé. Le cri de Luca n'était pas humain. C'était un hurlement aigu, gargouillant, d'agonie pure. L'huile a recouvert son visage, son cou, sa poitrine. Il a laissé tomber son arme, griffant sa peau en tombant au sol, se tordant de douleur. Les 2 gardes, stupéfaits par l'horreur de ce qui se passait, ont hésité une fraction de seconde. Cette seconde a été tout ce dont Julien avait besoin. L'adrénaline l'a traversé, masquant la douleur de son épaule.
Il s'est jeté en avant, a attrapé un lourd couperet de boucher sur le support magnétique du mur. Il l'a balancé de toutes ses forces dans la poitrine du premier garde. L'homme est tombé. Le deuxième garde a levé son arme, mais un coup de feu a retenti. J'étais là, dans l'embrasure du garde-manger, tenant le Glock de Julien. Je tremblais, mais le canon fumait. Le garde est tombé, un trou dans la poitrine. Le silence est revenu dans la cuisine, brisé seulement par les sanglots gémissants de Luca sur le sol. Julien s'est levé, respirant lourdement. Il a marché jusqu'à Luca. L'homme était aveugle, défiguré. Son règne de terreur s'était terminé par une casserole d'huile et une petite fille. Julien a repoussé l'arme de Luca. Il a regardé l'homme qui avait essayé de détruire notre famille. « Je te l'avais dit, Luca », a murmuré Julien, la voix froide comme la tombe. « Tu n'aurais pas dû manger dans mon assiette. » Il ne l'a pas tué. La mort était trop facile. Il s'est tourné vers moi. « Appelle la police », a dit Julien. « Qu'il pourrisse dans une cellule. Qu'il vive avec ses cicatrices. » Il a marché vers Sophie. Elle était toujours debout sur le tabouret, fixant la casserole, ses mains tremblant maintenant que l'adrénaline s'estompait. Julien a tendu le bras et l'a soulevé. Il a ignoré la douleur à l'épaule. Il a ignoré le sang qui trempait sa chemise. Il l'a serré dans ses bras si fort qu'il a pensé la briser. « Je te tiens », a-t-il étouffé, les larmes se mêlant à la sueur sur son visage. « Je te tiens, Sophie. » Je me suis précipité vers eux, jetant mes bras autour de nous trois. Nous nous sommes effondrés sur le sol de la cuisine en ruine, entourés de destruction. Mais enfin, nous étions entiers. « Tu es revenu », ai-je sangloté dans son cou. Julien a embrassé le sommet de ma tête, puis le front de Sophie. « Je reviendrai toujours. Je l'ai promis, n'est-ce pas? » Sophie a levé les yeux vers lui, ses yeux bleus brillants. « Julien. »« Oui, ma puce. » « La prochaine fois, a-t-elle murmuré, on pourrait juste commander une pizza. » Julien a jeté sa tête en arrière et a éclaté de rire. Un rire bruyant, sincère, qui a résonné à travers la maison brisée. « Oui, ma puce, la prochaine fois, on commande une pizza. » 7 mois plus tard, la Côte d'Azur. C'était un monde à épars des rues grises de Lyon. Le soleil était chaud, l'air sentait le citron et le sel marin, et le seul son était le doux clapotis des vagues contre les rochers. Julien était assis sur la terrasse d'une petite villa blanchie à la chaux. Il lisait un journal, ses lunettes de lecture posées sur son nez. Les cicatrices sur ses mains s'estompaient, tannées par le soleil méditerranéen. Il n'était plus le roi de Lyon. Il n'était qu'un homme nommé Matteo, qui donnait de bons pourboires et restait discret. Je suis sorti de la maison, portant un plateau avec un expresso, du pain frais et un bol de fraises. Je portais une simple robe d'été jaune, mes cheveux libres et flottants dans la brise. J'avais l'air plus jeune, plus légère. Les ombres qui hantaient mes yeux depuis des années avaient disparu. Le petit déjeuner est servi, ai-je dit, posant le plateau et embrassant Julien sur la joue. Grazie à mort. Julien a souri, posant le journal. Où est-ce le monstre? Ai-je demandé en versant le café. Au bord de la crique, elle a trouvé un crabe. Elle l'a appelé Luca. Julien a souri narquoisement. J'ai ri, secouant la tête. Je me suis assis sur ses genoux, enlaçant mes bras autour de son cou. Tu es heureux, Julien? Est-ce que ça te manque? Le pouvoir, la ville? Julien a regardé l'horizon. Il a pensé aux nuits froides dans la cellule. Il a pensé au poids de l'arme dans sa main. Il a pensé au silence d'une maison vide. Puis il m'a regardé. Il a regardé la plage où Sophie courait au bord de l'eau, hurlant de rire alors que les vagues la poursuivaient. Il a pris une fraise du bol, une fraise rouge vive, parfaite. « J'ai tout ce dont j'ai besoin juste ici », a dit Julien doucement, pointe. Il a tenu la fraise à mes lèvres. « Mange, c'est sûr. » J'ai pris une bouchée, mes yeux plissés de joie. « Ne mange pas ça », a crié une voix depuis la plage. Nous avons tous deux regardé en bas. Sophie agitait les mains, riant. « Garde-moi pour moi. » Julien a agité la main en retour. Et aujourd'hui, je ne sais pas.
Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, cette rencontre folle. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas commis une erreur monumentale en m'attachant à cet homme et à son monde. Est-ce que la paix est vraiment possible quand on a vu tant de violence? Est-ce que cette douceur apparente cache encore des profondeurs sombres? Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait, mais c'est la nôtre. Et pour l'instant, c'est tout ce qui compte.